Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission au quotidien sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en live ou via vos box sur la télévision ou via Bismart TV et puis en replay bien sûr ou en podcast à retrouver sur bismart.fr. Au sommaire de cette édition ce soir, un mois de septembre dont on va dresser le bilan qui aura été un mois de septembre compliqué. Le mois de septembre aura tenu ses promesses pour les investisseurs. On sait qu'il y a des effets de saisonnalité toujours importants au mois de septembre qui se sont matérialisés en partie à la fois sur les marchés actions et sur les marchés obligataires. C'est bien l'histoire de ce mois de septembre, la correction généralisée des deux grandes classes d'actifs, obligataires et actions. Une correction assez forte sur les marchés obligataires, il faut le noter, avec des taux longs réels qui se sont envolés de 50 points de base tout au long du mois pour la partie longue américaine, sur le 10 ans américain par exemple. On a vu des mouvements également importants sur la courbe de taux en Europe. Quant à la baisse des actions, elle reste somme toute mesurée. On aura peut-être une baisse de l'ordre de 3% pour le CAC 40 sur ce mois de septembre, avec une dernière séance du mois qui permet d'ailleurs de redresser un petit peu la barre. Vous aurez le résumé de cette séance de fin de mois et de fin de trimestre d'ailleurs dans un instant avec Côme Dubois. Ce sera l'occasion de revenir évidemment sur les événements de ce mois de septembre sur les marchés avec un grand tableau de bord de marché, un rendez-vous dont vous aviez peut-être l'habitude chaque dernier vendredi du mois qui a été un peu augmenté. Nous accueillerons un nouvel intervenant dans ce grand tableau de bord des marchés aux côtés de Jean-François Bette, DG de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion. Laurent Albi viendra nous apporter son expertise et son analyse des marchés à travers l'expertise de l'analyse technique pour vous apporter le maximum de dimensions d'analyse concernant la situation de marché actuelle à l'aube de ce quatrième trimestre qui démarrera donc la semaine prochaine. Rendez-vous à suivre dans un instant avec nos invités et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque dernier vendredi du mois, c'est l'occasion d'un décryptage éco avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui viendra nous parler du métier de prévisionniste. Comment prévoit-on l'inflation ? C'est un bon sujet, on en parlera à 17h45 avec Michel Rumi, donc qui sera avec nous en plateau. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour sur les marchés en cette dernière séance de la semaine, du mois et du trimestre. C'est avec Côme Dubois. La Bourse de Paris termine la semaine sur une séance positive portée par de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation en Europe comme aux États-Unis. Outre-Atlantique, l'indice Core PCE a augmenté de 0,1% sur un mois et de 3,9% sur un an en septembre. Du côté de la zone euro, la hausse des prix à la consommation est tombée à son plus bas niveau depuis près de 2 ans. Ainsi, l'indice IPCH a augmenté de 4,3% sur un an en septembre après 5,2% le mois dernier. L'inflation Core retombe quant à elle à 4,5% en septembre contre 5,3% le mois dernier. Du côté des valeurs, après avoir souffert ces dernières semaines, le secteur du luxe rebondit après que les analystes de Bank of America ont relevé leurs conseils sur les valeurs du secteur à surpondérer. LVMH progresse jusqu'à plus de 3% au cours de la séance, tout comme Hermès et Kering, qui ont vu leur action progresser respectivement jusqu'à 1,8% et 1,3% au cours de la séance. Lundi, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis pour le mois de septembre. À noter que les marchés chinois seront fermés lundi pour une semaine en raison de vacances nationales dans le pays. Tendance mon ami, chaque soir, le résumé de la séance avec Côme Dubois qui nous accompagne dans Smart Bourse sur Bismart. Le grand tableau de bord des marchés, c'est notre rendez-vous chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse à 17h en direct avec 3 invités qui nous accompagnent pendant une quarantaine de minutes. Jean-François Bette avec nous, directeur général de Cantalis. Bonsoir Jean-François. Oui, bonsoir. Bertrand Lamiel, habitué de ce rendez-vous également à vos côtés, directeur général de Ports en Par Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Et nous accueillons ce soir Laurent Albi, responsable de Next Momentum. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup de rejoindre l'équipe de ce tableau de bord des marchés. Notre rendez-vous
mensuel. On aura des données pour tout le monde, les flux avec Cantalis, l'analyse fondamentale, le momentum de marché avec les outils de ports en par gestion. Et vous nous apportez votre expertise en matière d'analyse technique. Laurent, je suis ravi que vous puissiez être là pour évoquer ces sujets-là avec nous. C'est votre expertise de longue date. Vous avez été président de la FAT pendant quelques années, je crois, et aujourd'hui responsable de Next Momentum, comme je le disais. Quel est l'objet de Next Momentum, Laurent ? Alors, Next Momentum, c'est une société qui fait de la formation en analyse technique pour les investisseurs privés et les professionnels. Bon, chacun est venu avec ses slides et ses graphiques. Il y a du support visuel pour ce tableau de bord des marchés, à commencer par les vôtres, Jean-François, sur la question des flux en ce mois de rentrée, mois de septembre, qui est toujours un mois un peu particulier, qui a tenu ses promesses, je le disais, sur les marchés, et qui, en termes de collecte, de flux d'investissement, est un mois négatif à nouveau pour les actions. Ouais, je crois qu'on est encore sur un mois de forte prudence de la part des investisseurs. C'est les actifs risqués qui font peur et subissent les sorties. Donc fonds actions, fonds diversifiés, fonds alternatifs, fonds immobiliers, etc. Et plutôt un engouement des investisseurs dans cet environnement sur les fonds monétaires et les produits de taux d'une manière générale. C'est 10 milliards de décollecte sur des fonds actions, c'est 25 milliards de collecte sur des fonds monétaires. Je pense qu'on a un peu le résultat des politiques monétaires, des taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc vous avez une compétition des rendements qui s'est mise en ordre de marche en Europe et aux États-Unis. Donc les investisseurs européens se disent dans mon allocation d'actifs, je fais du monétaire et c'est l'actif risqué, non risqué, l'actif sans risque paye. C'est aussi, j'allais dire, un petit peu un message des investisseurs qui se disent si vraiment on a des taux aussi élevés et que les banques centrales ont raison, ça refroidit. Si ça refroidit, il vaut mieux que j'achète des taux et des obligations que des actions, puisque les actions sont plutôt cycliques et exposées à la croissance. Donc on a cet engouement pour des fonds monétaires et des fonds obligataires à échéance. On en a déjà parlé ensemble, mais il y en a plus d'une trentaine de fonds à échéance qui ont déjà été créés en 2023. Ça fait partie des produits qui se vendent les mieux par les CGP aujourd'hui. C'est un retour de Patrimonia, vous y étiez. C'est typiquement le genre de produit, les structurés, les fonds datés, qui se vendent aujourd'hui dans le conseil. Oui, sur 2022, ça a été une vingtaine de grands produits qui ont été lancés. On est déjà à 34 depuis le début de l'année. C'est pas fini, ça continue. Et donc, vous allez avoir des cohortes de fonds à échéance qui vont continuer à sortir. C'est 40 milliards d'encours sous gestion en Europe. La moitié ont été levés fin 2022 sur 2023 et ça continue. Et vous avez même vu passer iShares qui sort un ETF obligataire à échéance daté sur 5 maturités, 2025, 26, 27, 28. Donc ça montre bien que c'est un engouement fort. Même aux États-Unis, en fait, ils sont emparés de la thématique. Et donc, voilà, on est dans une période bond, on est dans une période obligataire et on voit les investisseurs se tourner vers les obligations et les monétaires. Qu'est-ce qui caractérise là cet engouement pour les fonds monétaires, justement, Jean-François ? Quel type de rendement on espère aujourd'hui avec du monétaire par rapport au rendement ou à l'espérance de rendement qu'on peut avoir sur les actions, par exemple ? Alors, on n'a pas vu de cette configuration depuis 1999. On a des taux de la BCE à 4% depuis le 14 septembre dernier. Les États-Unis, c'est plutôt 5,50 versus 4,50, on va dire, sur des rendements actions S&P 500. Donc vous avez clairement, en fait, les deux effets qui se cumulent, c'est-à-dire de se dire finalement, ça ne me coûte pas d'être exposé sur du cash, de garder des liquidités. Deuxièmement, j'ai une compétition des rendements. Je retrouve en fait une allocation d'actifs où je peux parfois sortir des actions et me remettre sur du cash, puisque le rendement des actions est à 4,50. Donc il y a une compétition qu'on avait connue en 99-2000 et qui s'est résolue par ce qu'on a appelé la bubble.com qui a explosé et qu'on a retouché un petit peu dans les années 2006, 2007, où la Fed avait augmenté fortement ses taux directeurs et on a commencé à avoir en fait un effet. Donc je le disais, les deux mouvements jouent, crainte sur les actions vu niveau de taux et attrait du rendement. Intérêt des investisseurs, des rentiers qui se disent il est urgent d'avoir du cash et de la poudre sèche. Oui, et puis vu les rendements, c'est parfaitement rationnel effectivement de voir cette classe d'actifs. C'est redevenu une classe d'actifs, le monétaire, privilégiée aujourd'hui. En termes de collecte, alors sur les fonds actions notamment, on suit avec vous le match toujours gestion passive, gestion active. C'est toujours la gestion passive. C'est toujours les ETF. Les investisseurs dans un environnement prudent
se dirigent toujours vers des ETF, les grands indices. Donc si je vous donne le top 5 des grands indices et des grandes collectes sur le mois de septembre, vous allez avoir des indices américains, vous allez avoir du MSCI World qui est par ricochet aux 2/3 des actions américaines. Et donc on continue à se protéger, à retrouver de la visibilité, de la qualité à travers des grands indices et à travers des valeurs américaines. Inversement, les fonds actifs, les fonds un peu thématiques, small cap, etc., ont perdu un peu de leur superbe et continuent à souffrir dans l'environnement actuel. Sur l'Europe, c'est intéressant. Si on regarde, alors soit on regarde les thématiques, soit on regarde les pays, mais en tout cas sur les thématiques, pour aller rapidement, c'est plutôt pas les thématiques ESG qui sont refroidies ces derniers mois. Hein. Donc la partie verte s'est beaucoup refroidi, pas tellement. C'était une grande tendance, au moins des 2 dernières années, hein, si je ne dis pas de bêtises, Jean-François. 80% des flux en 2021 allaient sur les fonds ISR. Ouais. Ça s'est fortement calmé. Alors, ce n'est pas la catastrophe, ce n'est pas la bérésina, tout le monde ne sort pas des fonds ISR. C'est plutôt... Il y a des contraintes réglementaires parfois. Il y a des contraintes réglementaires, puis il y a l'industrie qui patine un petit peu avec le CSRD va-t-il sortir, Ursula von der Leyen va-t-elle revoir la définition d'une PME, etc., pour essayer de sauvegarder le Mittelstand allemand. En tout cas, voilà, comme l'industrie est un peu dans le flou, dans le gris, on va dire, c'est pas pour mettre en avant des fonds ISR. Et de l'autre côté, on a un engouement pour des fonds thématiques non ISR. Ouais. Si vous faites de la tech, si vous faites du pétrole, si vous faites de la construction de l'immobilier, si vous êtes de l'industrie et de la défense, vous n'êtes nécessairement pas ISR, d'où ce match en faveur des thématiques non ISR. Bon, d'autant qu'on a une classification SFDR qui est peut-être suspendue à une refonte assez violente. Là aussi, réglementation SFDR européenne. 8-9, on est en pleine révision, donc il est urgent d'attendre. Ouais. Deuxième lecture sur la partie zone géographique. J'ai pas de bonnes nouvelles pour les gérants actions européennes. On est à 28 semaines de décollecte consécutives sur les actions européennes, 7 mois de décollecte. Ça ne se termine pas malheureusement sur le mois de septembre, on est encore dans le rouge. C'est difficile. Je pense que les investisseurs sur la partie géographique et même un peu thématique ont suivi un petit peu les nouvelles macros. Vous avez vu, l'économie américaine tourne plutôt bien. Les Bidenomics ont joué à plein. Inversement, sur l'Europe, on parle de PMI en dessous de 50, de l'Allemagne qui est en récession, de difficultés de l'industrie allemande. Donc on pâtit un petit peu de cet environnement macro. Et aussi on pâtit sans doute des messages des banques centrales. Donc entre Fed et BCE. Hein, bizarrement, la Fed est un peu on hold et en pause et n'a pas bougé. En revanche, la BCE continue un peu à taper, même si le discours est plus soft. Et donc, quelque part, ça ne favorise pas l'Europe et l'industrie aujourd'hui. Bon, enfin, l'Europe a souffert, mais je regarde à l'inverse là sur votre graphique, il n'y a que les actions US qui collectent, les émergents, l'Asie, etc. Sur le mois de septembre, là, c'est ou flat ou en décollecte. Hein. Oui, c'est ce que je disais en introduction. Il n'y a que le monétaire et l'obligataire qui a collecté, les actifs risqués et les actions en particulier. Alors l'Europe décollecte plus et les États-Unis tirent un petit peu leur épingle du jeu, mais on n'est pas dans une période où il y a du volume, on investit en actions, on a envie de prendre du risque. Ça reste quand même un environnement de prudence, clairement. Bon. Une prudence qui était justifiée pour le mois de septembre, si on dresse un bilan avec vous, Bertrand, et les outils d'analyse de Ports en Part Gestion, je disais, le mois de septembre a tenu ses promesses. Oui, dans saisonnalité, c'est un mois qui est souvent mauvais. Donc octobre, normalement, c'est le mois où on tue les ours. Hein. Donc d'habitude, historiquement, mi-octobre, fin octobre, grand maximum, le marché, on rentre dans une saisonnalité qui est beaucoup plus porteuse pour la fin de l'année et pour le début de l'année. On va voir, rappelons-nous l'an dernier, hein, c'était le 29 septembre, c'était le point bas des marchés. Exactement, il y a un an, j'aurais dû commencer par ça. Voilà. L'anniversaire du point bas, vous avez raison. Et c'est reparti on a pris quoi, 25-30%, très fort, et ça a pris beaucoup de personnes à contre-pied. Et la dernière partie de l'année 2022, c'était la dénégation de la plupart. Enfin, pour la plupart, c'est pas possible, la récession est devant nous. Enfin bref, c'était un peu compliqué. Je sais pas ce qui, mais en tous les cas, voilà, on arrive là encore une fois avec un été qui a fait des contre-pieds sur pas mal d'items importants par rapport aux stratégies qu'on peut voir dans différentes maisons, avec des taux longs qui font des nouveaux plus hauts, alors qu'on était dans une logique
On voyait bien que le discours des banques centrales commençait à être plutôt, on va vers la pause, il y aura peut-être une dernière hausse, mais globalement, on s'approche de la fin. Alors, sans annoncer la baisse des taux, mais en disant, voilà, on va rester sur un plateau, on voit que les effets sont en train de se mettre en place, que l'inflation diminue. Bon, par contre, on voit bien que sur l'économie, sans que ce soit une catastrophe, ça mord un peu. Donc, il y avait cette logique qui est en train de s'installer dans différentes stratégies, de dire les banques centrales vont rester sur un plateau, vont voir les effets. Et là, évidemment, le contre-pied parfait, les taux longs qui remontent aux États-Unis ou en Europe franchissent des nouveaux points hauts. C'est très différent de l'histoire de 2022. Sur les taux, l'accélération, c'est bien les taux longs réels, là, aujourd'hui, qui imprime le mouvement sur les marchés, sur la courbe des taux. 2022, c'était les taux courts. C'était ce phénomène d'aplatissement de la courbe, c'était les taux courts qui s'envolaient et qui guidaient le reste de la courbe de taux. Là, depuis quelques semaines, c'est vraiment une histoire de taux longs. Les taux courts, eux, sont globalement stables après les banques centrales. Ouais. Et donc voilà, ça tire. Après, il y a l'euro-dollar ou le dollar index, même topo. On le voyait revenir du côté des 1,15. Enfin, ça, c'était des consensus assez classiques. Bon, là, je ne sais pas si Laurent en parlera, mais revenir à la parité, objectivement, c'est sur la table. Pourquoi pas ? C'est ça. C'est dingue. Voilà, en pure lecture technique. Le dollar était au plus bas, je regardais mi-juillet. Mi-juillet, le point bas du dollar, et 3 mois après, il n'a jamais été aussi fort. Donc voilà, il y a eu ces changements-là. Et pendant ce temps-là, le pétrole qui continue de caracoler. Donc on a vu une période où on était monté du côté des $120, c'était en train de se calmer. Et puis là, pareil, avec les politiques des pays producteurs qui continuent à serrer le robinet, on s'aperçoit qu'on a un pétrole, que ce soit le Brent ou le WTI, qui repartent fortement. Et ça a été le changement de l'été, avec la conséquence qu'on a vue sur les actions, c'est-à-dire que des taux longs qui recommencent à tirer, tout ce qui est croissance et cyclique, c'est mis à mal. Donc du coup, le luxe, c'est globalement sur l'été, c'est du moins 20, moins 25%. Donc ça reste légèrement positif depuis le début de l'année, mais ils ont abandonné quasiment l'intégralité de leurs gains. Et inversement, on a vu revenir plutôt des défensifs, donc un peu dans la santé, le pétrole aussi. Or, dans le secteur pétrole, il faut faire attention, parce qu'il y a des valeurs pétrolières totales, pour faire simple. Les intégrer. Et il y a des alternatives. Alors, les alternatives, pour l'instant, ils n'ont pas le droit de citer. Toujours pas. On imagine qu'à un moment donné, avec un pétrole qui s'inscrirait longtemps sur des 90-100 $ ou les investisseurs iront de nouveau regarder du côté de l'éolien, du côté des alternatives. C'est une mauvaise année pour les énergies vertes en bourse. On a eu coup sur coup des pains Siemens Energy, Ørsted, ça a marqué l'été. Il n'y a pas de match. Quand on regarde le secteur des énergies vertes en bourse, aux 3 quarts de cette année 2023. Sur les 3 mois, si on prend dans le secteur pétrole, vous avez du Total à plus 18 et du Vestas à moins 17. Ouais, c'est ça. Donc 3 mois. Non, mais c'est un écart énorme. C'est juste énorme. Donc voilà ce qu'on a vu dans le courant de l'été. Et puis dans l'automobile, certains s'en tirent bien, plutôt des Stellantis. Donc à l'intérieur même des secteurs, aussi beaucoup de rotation. Ouais. Pareil, sur 3 mois, dans le Stellantis plus 17, BMW moins 11. Donc, intrasectoriellement parlant, il y a des écarts très forts. Il y a des écarts qui sont... Et c'est quoi sur les exemples que vous avez cités, Stellantis up, BM down, c'est quoi le rationnel? BM, c'est la Chine. D'accord. Et Stellantis, à qui on procède de pas être chinois, du coup, bingo. Donc voilà, parce qu'après, en termes de valorisation, franchement, on n'est pas très haut sur ces là. C'est pas des. Et il y a 2 secteurs qui passent à peu près à travers et qui arrivent à s'en sortir, c'est banque et assurance. Donc rappelez-vous, la banque, il y avait eu un coup d'arrêt, donc très beau début d'année, hausse des taux, ça partait bien pour la banque, ça partait bien pour l'assurance. Coup d'arrêt avec la Silicon Valley Bank, les faillites de banques californiennes, on va dire. On est en train de... il a fallu 6 mois. À l'époque, j'avais dit que ça prendrait un peu de temps. Au bout de 6 mois, on est en train de combler ce gap-là et c'est en train de repartir. Donc, c'est toujours assez chaotique parce que c'est des secteurs historiquement qui ont une grosse volatilité, mais qui sont en train de réimprimer plutôt vers la hausse. Qui tiennent bien, ouais. Et dans celles qui souffrent, forcément, tout ce qui est télécommunications, services aux collectivités, enfin tout ce qui est globalement plutôt sensible. À la hausse des taux. Ça reste compliqué. Sur le luxe, l'image n'a pas changé. Sur le luxe spécifique, parce que c'est quand même notre secteur poids lourd et on en est fiers en Europe et à Paris. Bertrand,
qu'est-ce que vous dites sur le plan fondamental, sur le plan des valos aujourd'hui? Ouais, c'est un indice. Enfin, les grandes valeurs, les 10 grandes valeurs du luxe en Europe ont perdu plus de 20% là en quelques mois à peine. Alors. Rappelons-nous, j'ai repris mes notes et en juin, globalement, je regardais les valeurs qui avaient gagné. C'était pas une histoire de valorisation, parce qu'on en trouvait à peu près la moitié qui était pas chère, l'autre moitié qui était très chère. Par contre, elles avaient tout un point commun, c'est que le momentum, c'est-à-dire la croissance que leur prêtaient les analystes sur les temps à venir, était au plus haut, avec des notes de 10 sur 10. Ce qui s'est passé pendant l'été sur le luxe, c'est que la baisse n'a pas fait... Enfin, la valorisation, c'est moins cher qu'avant, mais ça reste quand même plus cher. Donc on est remonté sur des notes de 2 ou 3 sur 10, donc franchement on était à 0 ou à 1. Donc la valo, c'est pas un prix je comprends. C'est pas à prix cassé, quoi. Bon, par contre, le momentum, là, régulièrement, les analystes, ils ont revu la baisse. Ils ont revu les uns derrière les autres, et donc ça revoit la baisse. Et ça a fait souffrir. Donc l'écrasement du momentum... un peu de fondamental quand même là derrière. Oui, clairement. L'écrasement du momentum a été... toutes les valeurs qui avaient bien profité du momentum se sont écrasées. Et encore une fois, qu'elles étaient chères ou pas chères, c'est vraiment le côté il se passe quoi pour vous demain qui était revu à la baisse et qui a entraîné des cours à la baisse sur ces valeurs-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du segment de marché que vous connaissez particulièrement bien chez Ports&Par, celui des petites capitalisations boursières? Qu'est-ce qu'on peut dire de nouveau en fait? C'est ça la question, Bertrand. Comme on le voit sur le graphe, est-ce qu'on est au moment où ça finit par se retourner? Alors forcément, je l'appelle de mes voeux, parce que c'est quand même une partie... C'est un chemin possible. C'est un chemin possible. Mais voilà, parce que l'autre, c'est dead cat bounce. Hein, c'est voilà, ce que vous dites. Hein. Oui, donc, et là, il est trop tôt, probablement, sur les fondamentaux. Mais ça, le discours n'a pas changé, parce que les chiffres, malheureusement, les faits sont têtus. On a des valorisations qui sont plus faibles que sur les grandes capitalisations et on a des perspectives de croissance qui sont plus fortes que sur les grandes capitalisations. Après, quand on regarde la temporalité et l'ampleur de la sous-performance, on avait rarement vu une temporalité aussi longue de décote des petites et moyennes valeurs versus les grandes, et avec un écart, une sous-performance aussi forte. Donc on voit bien qu'on est en train de tendre le ressort. Après, j'ai regardé quels pouvaient être les éléments derrière fondamentaux qui pouvaient expliquer cela. En fait, on se rend compte que sur les deux... il y a deux périodes qui ont été très marquantes de sous-performance des petites et moyennes valeurs versus les grandes. C'est les moments où on avait eu une hausse des taux. Voilà. Et donc là, on est dans ce moment-là. Donc, est-ce que lorsque les banques centrales se mettront en pause ou commenceront à baisser, est-ce qu'il faut attendre ce moment-là pour repartir sur les petites et moyennes capitalisations? Je ne sais pas. Il nous faut le déclencheur, parce que sur le reste, il n'y a pas de signal. Et sur la performance et sur les perspectives, les feux sont ouverts. Il manque l'allumette pour que ça puisse partir. Et il faut avoir en tête aussi que quand on regarde sur les allocataires d'actifs, qui ont tous baissé les pondérations actions, les petites et moyennes valeurs n'ont plus le droit de citer. Elles sont totalement absentes. Et il faut quand même savoir que sur les 1500 valeurs qu'on suit en Europe... Ça peut être un gros pain trade. Alors peut-être pas maintenant, je ne parle pas de timing de ce point de vue-là. Encore une fois, mais c'est pas le mais... jour où ça se redéclenche à la hausse, ça va faire mal à beaucoup d'allocataires qui n'ont plus une small cap dans leurs allocations. Oui, parce qu'après, il y a une concentration, il y a un effet goulot avec la liquidité. Parce que regardez, reprenons l'exemple de l'an dernier, septembre-décembre, où les marchés caracolent et doivent reprendre 15-20% en 3 mois. Si ça arrive sur les mid et les small cap, elles ne prendront pas 15-20%. Historiquement, quand ça repart, c'est du 30 ou du 35. Ça va très très vite. Le risque, c'est de laisser les investisseurs sur le côté. Donc ça... Voilà, il va falloir surveiller ça de près, et donc soit on est prêt à intervenir rapidement, soit de manière contrariante, on commence à mettre un pied dedans tout doucement, puis on attend de voir. Jean-François, on n'en a pas parlé, mais ça peut encore décollecter sur les small caps, ou je veux dire, ça fait tous ceux qui voulaient sortir ont eu le temps de sortir, ça fait 5 ans qu'il ne se passe plus rien sur les small caps. Non, je pense qu'en termes de flux, la main n'est pas tellement chez les institutionnels, mais dans les grands réseaux. Les grands réseaux ont sorti, il y a une aversion au risque telle qu'on a... La question de la liquidité aussi sur ces marchés. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut un message des banques centrales et un retour des investisseurs globalement avant de voir un retour sur des petites et moyennes valeurs. Laurent Albi. Oui, je voulais rebondir une seconde sur ce qu'a dit Bertrand et les small caps, parce que mon sujet, c'est l'analyse technique. Et quand on regarde ce chart, il y a quelque chose de très frappant, de très intéressant, qui va plutôt dans le sens de monsieur. C'est cette consolidation qui a eu lieu en 2021, qui est juste
énorme. Et ce que nous dit l'analyse technique, c'est que quand on a ce range, quand on a cet espace d'échange, ça joue un peu un rôle de matelas. Et ça veut dire que je vois mal, a priori, je ne sais pas si le dead cat bounce, il est là. Mais ce que je crois comprendre en regardant ce chart, c'est que le potentiel de baisse, oui, c'est ça. Il est épuisé. Ça devient asymétrique. C'est-à-dire pour quelqu'un qui a un peu de temps, sans chercher le timing, commencer à se positionner, il y a peut-être un risque de perte limité par rapport à un risque de gain. On revient sur les niveaux. Et on revient sur un niveau d'une année entière. Alors, le marché fait ce qu'il veut. Oui. Il ne va jamais là où on l'attend. Mais techniquement parlant, il y a quand même cette grosse zone en 2021 qui, moi, me fait penser que ça a été une zone d'échange. Donc, ça veut dire que c'est potentiellement une zone de demande. Donc, ça peut baisser encore, mais ça veut dire qu'il va falloir recommencer très graduellement à s'y intéresser, je pense. Moi, je vois techniquement parlant. Au début de l'été, beaucoup ont été assez positifs sur le Russell 2000, par exemple, aux États-Unis, domestique, jouons la croissance américaine, puisque c'est là où il y a de la croissance, etc. Et jusqu'à la fin du premier semestre, il était plutôt bien, le Russell. Et en fait, cet été, il a effacé plus de 10% de gains. Oui, Grégoire, c'est ça, hein. Je vais jouer à l'avocat du diable. Qu'est-ce qui fait le Dow ? Pareil, il a 1% de perf cette année. C'est l'opposé du Russell. Donc, oui, c'est vrai que les small caps, elles l'ont bien senti, les 550 points de base de hausse. Là, les small caps aux États-Unis, elles l'ont pris facialement. Mais le Dow, c'est quand même l'aristocratie de la cote. Il est à 1%. Donc, c'est à mon tour. Oui, du coup, on va même parler du S&P 500 avec vous, Laurent. En fait, la question que je voulais vous poser, Laurent, c'est est-ce qu'il y a... Je vous laisse développer, effectivement, vous avez apporté plusieurs graphiques pour la compréhension, effectivement, des enjeux techniques de marché. Mais la question que je vous poserai, de toute façon, c'est est-ce qu'il y a quelque chose en construction dans les marchés actions qui ressemble à une capitulation ou une potentielle capitulation demain ? Qu'est-ce qu'on peut dire partant du marché américain, de la situation technique ? Alors, la réponse est non. Pas de capitulation. Non. Très bien. La capitulation, c'est un phénomène de marché qui arrive après une forte baisse. C'est une capitulation, c'est-à-dire que les investisseurs sont écœurés et ils liquident à tout prix. Il n'y a pas de baisse. Si on regarde le chart du S&P, il commence à baisser. Si on regarde le stock 600, il est encore au-dessus de son range. Donc le stock 600, il n'a même pas donné son signal de distribution. Donc non, la capitulation, ça vient bien après. Ça vient quand ça a beaucoup baissé et que c'est la purge finale. Oui. C'est le mouvement final avec la vitesse. Voilà. Et c'est le moment, il y a des volumes. Et c'est le moment où effectivement, il faut se mettre en face. Qu'est-ce qu'il faut voir sur ce graphe en termes de figure technique, là, Laurent ? Alors, il faut voir une tête-épaule, mais au-delà de la tête-épaule, il faut voir une vulnérabilité. Il faut voir une vulnérabilité sur le S&P parce qu'il a commencé son rallye il y a 1 an et c'est la première fois qu'il met cette figure de retournement en place. Alors, elle peut tout à fait être invalidée demain, c'est pas le sujet, mais on voit bien qu'il y a quelque chose de cassé. Parce qu'il y avait toujours des creux qui étaient haussiers, c'est la définition basique d'une tendance haussière. Là, on voit un creux qui est inférieur aux autres. Donc, il y a une fragilité qui est visible. Maintenant, si on sort du S&P et qu'on regarde les indices, Nasdaq 100, 33%, c'est super. Le FANG, c'est-à-dire l'indice des GAFAM, 65%. Russell 2000, 0. Dow, 1. S&P equally weighted. Ça, c'est marrant parce que... Équipondéré. Donc, toutes les valeurs ont le même poids. 1%. Donc, ça veut dire que cette hausse aux États-Unis, ça a été une hausse en trompe-l'œil. Ça a été une hausse où la participation a vraiment été très, très, très mauvaise. Il y a eu une histoire que je ne peux pas qualifier aujourd'hui sur l'intelligence artificielle générative. Est-ce que c'est un mirage ou pas ? On verra bien. Mais s'il n'y avait pas eu... C'est marrant parce qu'il y a un cabinet américain qui a mis en place le S&P 7. C'est-à-dire le 7 magnifique, quoi. Oui, c'est ça. 55% depuis le début de l'année. Et le S&P 493, 5. Donc, c'est une année très, très particulière. Et même en Europe, c'est une année très particulière parce qu'on a un DAX qui est à la cave et on a l'Italie qui est forte. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas dans cette physionomie de marché. Une participation aussi faible, et je pose la question à tout le monde, c'est un signe de... Est-ce qu'il faut l'analyser comme un signe de faiblesse forcément ? Est-ce que c'est un potentiel d'élargissement de la participation demain et donc peut-être
un facteur de soutien? Est-ce que ça peut être ou l'un ou l'autre? C'est un facteur de prudence. Ouais. Parce que regardez ce chart, il est particulièrement parlant. On a en noir le S&P, très belle tendance haussière. Et on a en rouge la ligne. Alors, c'est une ligne qui compile quoi? Les 3 bourses américaines. Amex, Nasdaq, NYSE. Donc, c'est 100% de la cote. Et on va calculer chaque semaine le nombre d'actions de ces 3 bourses qui font des plus hauts annuels et on va leur retrancher le nombre d'actions qui font des plus bas annuels. Regardez la physionomie de la courbe, elle est horrible. C'est au plus bas. C'est au plus bas et ça baisse. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu cette histoire de Nvidia, Apple, Microsoft, etc., on ne serait pas du tout sur les marchés américains dans l'histoire qu'on est en train de vivre avec un S&P qui est à 11% et qui est donc dans sa perf historique. C'est lié aussi au flux et au poids des indices. Si on regarde le volume sur le CAC 40, une journée, c'est 1 milliard. Ou un peu. Après, au fixing, effectivement, il y a beaucoup d'arbitrage au fixing, mais c'est le cash, sa clôture, c'est 1 milliard. C'est 1 milliard. Apple, Microsoft, ça doit être 5 milliards de volume par jour, et Nvidia, ça a été à 30 milliards. Donc, ce que je veux dire, c'est que le poids des indices et le poids des marchés doit aussi être intégré. Il y a un effet boule de neige, j'allais dire, un peu, ou vicieux ou vertueux, ça dépend de quel côté on se passe, pour justement justifier ces méga caps et ces méga trends sur des valeurs qui rassurent, c'est un peu des emprunts d'État. Enfin, c'est des valeurs refuges. C'est des valeurs refuges, en fait. Les blue chips, on appelle ça les blue chips, les grandes valeurs. Le CAC 40 est considéré comme une small cap, et les small caps, des micro. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, on n'apparaît plus dans les radars aujourd'hui face aux ETF. Bertrand, sur effectivement ces questions de momentum, de participation, là aussi, vous avez des outils chez Porzampar. On n'en a pas parlé cette fois avec vous, mais vous regardez ça d'assez près. Oui, tout à fait. La participation faiblit. Ça reste faible. Donc, nous, on regarde le nombre de valeurs qui s'inscrivent dans une tendance haussière. Donc, bref, il y a un cycle, A, B, C, D, c'est ça. Donc, voilà. Et là, aujourd'hui, donc, les valeurs qui sont en accélération. Donc qui font des nouveaux plus hauts ou en tous les cas des plus bas qui sont plus hauts que les anciens. Enfin bref, inscrits dans une tendance haussière. On est à 21% aujourd'hui. On est à 18% aujourd'hui. On était à 21% en juin. En fait, ça reste très faible. Un marché qui est un marché haussier sain avec une participation importante dépasse largement les 50%. Et c'est seulement quand on approche du côté des 80-90% que là, il faut se mettre en mode alerte. Alors, les 80-90%, ça peut durer un moment, mais en tous les cas, on sait que tout le monde est embarqué. Ah bah bien sûr. Quand 100% des gens sont acheteurs, oui, effectivement, à un moment... Après, cette période-là peut durer un moment, donc il ne faut pas non plus vendre dès qu'on arrive là. Mais voilà, là, aujourd'hui, on est là, donc effectivement, on retrouve, c'est une autre façon de lire le fait que c'est les grosses capilles dans les indices et c'est les grands indices qui attirent les flux. On le retrouve avec la lecture des flux de Jean-François, on les retrouve avec l'analyse de Laurent. À chaque fois, c'est cette même logique-là. Et ça dure depuis plus d'un an. Donc, voilà. Il faut y participer parce que ce serait dommage de... Mais en même temps, il faut savoir effectivement ce qu'on achète. Oui, ça veut dire que c'est quand même un bull market particulier. Enfin, c'est un bull market pour quelques grandes valeurs, mais pour le reste du marché, on est loin d'être... Oui, c'est ça. Exactement, parce que si on revient une seconde sur ce graphique... La participation. Regardez ce qui s'est passé en 2021. Le marché monte et les nouveaux plus hauts annuels, ils montent avec. Ça, c'est typiquement un marché qu'on surfe. On ne se pose pas de questions. On a une stratégie de trend following et ça paye. Vous m'avez posé la question, est-ce que ça va baisser? Et malheureusement, la participation, il n'y a pas de timing. Parce que quelqu'un qui aurait pensé... Bertrand, ça peut rester longtemps dans cet état-là. Regardez la divergence, elle est juste. J'ai jamais vu une divergence comme ça. On voit, c'est un crocodile là. Et pourtant, pourtant le marché monte. Enfin, il est monté. Donc c'est pas parce que la participation baisse que le marché va baisser. En revanche, c'est indiscutablement un facteur de prudence. C'est pas le moment de s'endormir, parce que ça veut dire qu'on est quand même sur un terrain, sur une planche savonneuse. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors là aussi, c'est un autre outil d'analyse beaucoup utilisé sur les marchés. Au-delà de la participation, quelles sont les valeurs? Ça rejoint un peu l'analyse que faisait Bertrand. Quelles sont les valeurs qui sont sur des tendances haussières? En tout cas, au-delà de certaines moyennes mobiles, qui sont toujours des niveaux et des repères importants pour les investisseurs. Alors, ça va être un petit peu redondant avec ce qu'a dit Bertrand. Là, c'est un chart donc, de la participation sur le S&P. Et qu'est-ce qu'on voit? Que le pourcentage d'actions du S&P au-dessus de leur MM50, c'est 16%. C'est-à-dire qu'il y a une action sur 7 sur le S&P qui est au-dessus de sa moyenne mobile 50 du jours. prix moyen
Les de 50 ces, derniers jours. de ces 2 mois Ouais, et ouais. demi derniers. Enfin, c'est incroyable. ouais. Et quand on regarde en haut, il y a 40% d'actions du S&P au-dessous de leur MM200. MM200, c'est le prix moyen de 10 mois. Oui, oui. Enfin, est-ce que on peut légitimement se poser la question, sommes-nous en bull market? Je ne tire pas de conclusion. Non, mais mais- ce bull market, il est quand même très, très, très spécial. Ouais. Parce qu'avec plus de la moitié des actions du S&P qui sont sous leur MM200, et 1 sur 7 au-dessous de la MM50, ça pose question. Et ça pose question sur quoi? Ça pose question sur le principe de retour à la réalité. C'est-à-dire que, est-ce que ça peut continuer comme ça? Ou est-ce que ça va finir par s'ajuster? Autrement dit, la question c'est, est-ce que c'est le Dow, le Russell qui vont rejoindre le S&P ou est-ce que c'est le Comment S&P? est-ce que la situation se réconcilie, pour dire les choses? Alors, à la baisse. Ouais, c'est ça, je comprends. À la baisse, mais je ne suis pas de ceux qui sont catastrophistes. Est-ce que les marchés, est-ce que les investisseurs sont protégés? Ben, Est-ce que la prudence, vous la trouvez Non. dans les... Non, Pas vraiment, on a un VIX à 16. Je veux dire, c'est pas... c'est pas de l'euphorie Non, totale, non, mais c'est un- pas une vigilance Vous allez marquée, voir, quoi. Un VIX à 16, ça veut dire que globalement, les investisseurs price une baisse sur les actions de 4,5%. Ils se couvrent pour ça. Bah oui. Enfin, voilà, on n'est pas dans un mouvement de panique. Hein. Et d'ailleurs, si on regarde le put-call ratio, Ouais. alors moi, ce que je regarde, c'est pas le put-call ratio lui-même, c'est une moyenne mobile à 10 jours pour lisser un peu les choses. Il n'est pas du tout sur un extrême. Donc ça veut dire quoi? On est un peu dans le gris. Si on était sur un niveau extrême, ça voudrait dire qu'on a le droit de tenter des paris contrariens, parce que c'est ce que disait Bertrand, quand on est à 85 ou 90% des actions du S&P qui sont au-dessus de RM50 ou MM200, Oui, ça veut dire que le c'est potent- fait, on est, c'est voilà. joué. Vous avez dit, Ouais, on ouais. est tous embarqués. Ouais, Bon, ouais. alors si on est tous embarqués, il reste qui pour payer? Pas grand monde, donc le potentiel, il n'est pas... Là, on voit bien que les couvertures, c'est pas non plus particulièrement alarmant. Donc ça peut monter. Et j'ai presque envie de dire, si ça montait et si les marchés baissaient, c'est peut-être ça qui serait le bon signal pour effectivement revenir après une D'accord, purge. d'accord. Donc pour répondre à votre question, mais on n'est pas du tout dans une purge. Non. Pas dans une capitulation. Voilà, Ouais. on est sur la participation, sur les options. On voit bien que ils montent de Les manière. investisseurs sont pas stressés. Le marché peut faire mal. On parle de pain trade souvent sur les marchés, mais à ce stade, Non. ça bouscule pas plus que ça. Non, parce que en fait, il y a effectivement une hausse des taux longs aux États-Unis et elle n'est pas, à mon avis, encore assez haute pour commencer à faire peur. Un mot rapide de la saisonnalité du. Alors c'est le Dow Jones, hein, c'est ça que vous avez choisi, Alors, j'ai pris une saisonnalité Laurent. particulière. J'ai Ouais. pris le Dow Jones depuis sa création, donc 126 ans, mais que les années de préélection américaine, bah oui. parce que c'est quand même une année particulière. Bah, cycle politique, Voilà. bien sûr. Alors, Bertrand a dit que le mois d'octobre, c'est le mois qui tue les ours. Quand on regarde la saisonnalité depuis 126 ans, les années de préélection américaine, on voit que octobre, c'est le mois de la stabilisation, mais que la fameuse saisonnalité qui repart en fait. C'est novembre, c'est fin, Ouais. c'est après l'élection en fait, c'est ça. Ouais. Non, Enfin, c'est un an avant l'élection. C'est un an avant C'est l'élection. un an avant C'est l'élection. décembre. Pardon. C'est-à-dire Oui, qu'on j'entends pourrait bien. avoir un rallye qui... Alors, encore une fois, est-ce qu'on conduit en regardant son rétroviseur? Non. Donc, c'est des stats, ça. Oui. C'est le chemin lissé de l'histoire du Dow. Ouais. Mais quand on regarde le Dow depuis sa création, octobre est un mois de rebond. Et quand on le voit les années de préélection, c'est un mois de rebond très faible. Donc ça veut dire que voilà, il faut être prudent, il faut continuer d'être prudent. Si on revient alors à des enjeux techniques là pour les indices CAC 40 et S&P 500, Laurent, puisque c'est quand même l'idée sans être catastrophiste. L'idée d'une baisse complémentaire, comme on dit, Oui, on n'a c'est pas fini. ça. Voilà, ça n'est pas terminé. Quel est le potentiel d'un point de vue technique pour le CAC 40, par exemple? À la baisse, 5%. Ouais. 5% encore, Ouais, partant 5%. de là où on est. Ouais, voilà. On est remonté un peu là en fin de Oui, mois, non, mais on s'en d'accord. fiche. Ok. Mais l'idée, c'est que D'accord. voilà, on peut retourner dans cette zone entre 6007 et 6009. C'est des niveaux de Fibo importants. C'est un target de ce triangle. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre simplement la compression de la vol. Et par conséquent, quand on sort de cet épisode de compression de la vol, en général, ça part vite. Qu'est-ce qu'on voit depuis une semaine? Que c'est parti vite. Maintenant, encore une fois, l'analyse technique, elle n'a pas de valeur prédictive. Non. Elle dit simplement où sont les niveaux. Et donc, si on retourne dans le triangle et si on dépasse 7350, ce triangle, je le jette à la poubelle. Oui. Ça veut dire qu'il n'aura pas produit. Ouais, c'est invalidé. C'est invalidé. Ouais. Mais a priori, avec la vitesse qu'on voit, je pense que
il vaut mieux se mettre du côté de la prudence et anticiper un retour sur 6007, 6009. La question, c'est pas si on va y aller. Je pense qu'on va y aller. C'est qu'est-ce qu'on fait après ? C'est pas sûr que ça reparte tout de suite. C'est pas sûr que ça baisse beaucoup plus. On peut rester plombé un peu, 5% plus bas, quoi. Ouais. On peut rester encore plombé parce que j'ai... alors, c'est pas mon métier et je suis pas censé faire ça, mais je cherche déjà les catalyseurs qui pourraient remettre un petit peu d'appétit chez les investisseurs d'ici le début de l'année prochaine. Et voilà, ça me paraît encore un petit peu difficile, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Et sur le S&P, si on essaye de modéliser là aussi le potentiel de baisse, j'ai une tête-épaule textbook. Si un jour je fais un livre sur l'analyse technique, je le reprendrai parce que c'est quand même incroyable. Parce que la tête-épaule, c'est vraiment la figure surjouée. C'est la tarte à la crème. Ça fait des mois qu'elle est en formation. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, c'est le truc vraiment que tout le monde découvre quand on fait l'analyse technique. Et le premier pattern, c'est la tête-épaule. Et pourtant, encore une fois, sur ce rallye qui a démarré il y a 1 an, qu'est-ce qui met en place cette tête-épaule? C'est-à-dire, ce qui compte dans la tête-épaule, on s'en fiche de la tête-épaule, c'est l'échec du 3e sommet à rejoindre le 2e. Et le fait que ça casse, mais sans aucune ambiguïté, la zone de support. Ça, techniquement, en général, si on croit un minimum à l'analyse technique, c'est-à-dire à l'analyse des flux et du comportement, c'est des opérateurs qui procèdent à des dégagements. Donc, la question, c'est si les valeurs de la tech ne remontent pas, qui prendra le relais? C'est une question. L'énergie, j'y crois pas trop. Donc, et s'il n'y a personne pour prendre le relais, je ne vois pas un gros potentiel tout de suite de rebond. Bon, qu'est-ce qui pourrait se passer mieux que prévu? C'est la question que j'ai envie de vous poser, non, parce que là, on va avoir les outlooks de fin d'année 2024, tout le pessimisme macro qu'on avait en début d'année pour cette année 2023 qui a été pris à défaut. Je sens bien qu'on va le retrouver dans les perspectives 2024, donc j'ai envie de vous poser la question un peu à l'inverse. Où est-ce que ça pourrait ne pas être aussi dur, ou est-ce que ça pourrait être un peu mieux peut-être? Ça peut surprendre peut-être sur l'inflation, parce qu'on voit que l'inflation baisse. Les derniers chiffres européens sont plutôt bien orientés. Même corps, or, énergie, etc. Donc on se dit, les banques centrales ont réussi. Et le pétrole à $100, ça va vite nous remettre un petit coup d'inflation. Là, pour l'instant, les effets de base sont positifs, mais... donc finalement, on se dit, la mission est réussie. Et donc, on se projette sur 2024 des taux qui vont commencer un petit peu à diminuer. Surtout que les banques centrales n'ont pas envie de tuer les emprunts souverains, tuer la dette italienne. Elles sont blindées de dette italienne à la BCE ou de dette sur la Fed. Elles n'ont pas envie de générer une nouvelle crise des dettes souveraines. À 4,5 sur le 10 ans italien, ça commence un petit peu à piquer. Et donc, elle se dit... Donc, je pense que la bonne nouvelle, si on doit se projeter sur 2024, ça peut être la bonne surprise. Ça peut être finalement... Une inflation qui libérerait les banques centrales et qui leur permettrait d'être plus attentives à la croissance. De montrer que leur mandat était... la mission était réussie. Et les investisseurs se projetaient sur ça, se stabilise, voire ça commence un peu à baisser. Villeroy de Galhau, après la réunion de la BCE dernière, a été très clair. Tester le point de rupture de l'économie européenne, ça n'est pas la bonne stratégie pour conduire une politique monétaire. Donc on sent qu'on arrive, il a peut-être endossé la dernière hausse de taux, mais on sent quand même qu'au sein du Conseil des gouverneurs, et on parle d'un poids lourd, c'est le gouverneur de la Banque de France, on sent quand même qu'il ne faut pas, et le discours faut pas jouer de avec le feu. Et les derniers discours sont aussi soft, même si ça augmente, on est soft. Non, mais il y a toujours des voix au quiche et des voix plus dovish, mais voilà, au centre, il y a quand même des gens qui disent que faisons attention. Qu'est-ce qui pourrait être une bonne nouvelle à l'aube de ce 4e trimestre là, qui commence? À partir de mi-octobre, on va avoir les publications. Ah, oui. Donc là, on va quand même avoir des nouvelles fraîches des sociétés qui, logiquement, vont nous donner évidemment un aperçu sur la fin d'année. Donc ça va permettre aussi aux analystes de caler leur perspective fin d'année. Et pour celles qui le peuvent, donner un peu aussi de perspective sur 2024. Donc ça permettra de faire le tri. Il y a eu des alertes cet été. On verra si elles sont confirmées ou au contraire infirmées. Donc là, il va quand même falloir être bien regarder ce qui se passe dans les publications. Clairement, oui, il y a les taux, évidemment. Si on a encore une tension sur les taux, on a des rotations. Par rapport au CAC 40, donc Laurent disait il y a encore un potentiellement de 5%. En fait,
pour moi, la question qui doit gérer des portefeuilles ou des fonds, c'est OK, imaginons qu'on y aille. Le -5, on le fait avec quoi ? Parce qu'en fait, le vrai sujet à la fin, pour moi, il est là, c'est de se dire, OK, est-ce que c'est le luxe qui repart, le pétrole qui cale ? Est-ce que le pétrole continue, continue à caler ? Donc en fait, c'est parce que là, il y a quand même... De quelle manière cette baisse de 5% pourrait se matérialiser ? Il y a eu des inversions de tendance qui sont fortes. Typiquement, restons sur luxe contre pétrole. Et qui se font à l'appui de véritables fondamentaux. Donc ça s'est pas fait, c'est pas juste un mouvement d'humeur de marché, il y a des fondamentaux et encore une fois, on est en train de vendre de la croissance, enfin, en ce moment, là, la croissance est vendue pour acheter plutôt des value. Ouais. Et c'est ça le vrai problème des dernières années, c'est-à-dire qu'on a eu une alternance des cycles value-croissance qui ont été extrêmement rapides et les renversements de tendance, ça n'a pas été lissé. C'est du jour au lendemain, c'est reparti très fort et ça, c'est compliqué à gérer parce qu'on est dans une logique où on doit prendre des investissements. Nous, le but du jeu, c'est véritablement d'accompagner une société sur du long terme. Sûr. Donc il y en a quelques-unes qui passent à travers. Dans la pharma, par exemple, une Novo Nordisk, il faut regarder, c'est un petit train crémaillère, c'est magnifique. Donc train crémaillère, 30% pendant l'été, voilà, la crémaillère était un peu forte, mais elle a tenu. Donc voilà, mais sur le reste, après, c'est sans arrêt. Donc du coup, dans les portefeuilles, on est obligé d'avoir une certaine répartition, et pas pour l'amour de la diversification au sens financier, parce que en fait, il faut pouvoir bien vivre ces moments où ça se retourne, et se dire, ok, là, j'ai décidé. Est-ce qu'on est dans du bruit, et donc j'amortis mes mouvements. Pas être trop biaisé en termes de style, quoi. Le risque, c'est de perdre son client au milieu, quoi. C'est-à-dire que si il y a une inversion de style qui dure 2 mois, 3 mois, et que typiquement, en prenant les écarts de l'été, moins 20 versus plus 20, si vous êtes à fond sur un style, si vous êtes du bon côté de la pièce, tant mieux, je vous félicite. Si vous êtes du mauvais côté, il vous quitte. Vous êtes encore en vie à la fin, quoi. Exactement. Donc il y a un véritable sujet de diversification et souvent quand on parle de diversification client, on dit oui mais à la fin ça gagne pas. Oui, en ce moment celui qui n'est pas diversifié, ça peut lui coûter très très cher. Pour conclure avec vous Laurent, rapidement, sur les taux longs, qui a été le sujet du mois de septembre, l'analyse technique peut nous apporter un éclairage ? Alors, l'analyse héliotiste, qui est une sous-partie de l'analyse technique, peut apporter un éclairage. Au mois d'avril, je criais partout que les taux américains allaient aller à 5 et on me regardait comme un fou. Ah bon, il y a encore de la place. Et on me disait, mais pourquoi ? Et je disais, je ne sais pas. Rien. Je n'en sais rien. Mais on y va. Mais on y va. Enfin, il y a des probas pour qu'on y aille. Donc il manque encore 50 points de base. Je pense qu'on va continuer de monter. Je pense qu'on va redescendre après et qu'on va remonter ensuite. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette première édition de ce grand tableau de bord des marchés chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse sur Bismart avec Laurent Albi, Next Momentum, Bertrand Lamiel, Porzan par Gestion et Jean-François Bay, Cantalis. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque dernier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous de décryptage économique avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Rendez-vous de rentrée avec vous sur un sujet qui me paraît fondamental. Comment prévoit-on l'inflation ? Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, comment on construit une prévision d'inflation ? On pourra revenir pourquoi tout le monde s'est trompé, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à prévoir. La prévision de la conjoncture, en général, est difficile. Et là, on ne parle pas de la croissance. On parle vraiment spécifiquement de l'inflation. J'ai l'impression que c'est peut-être encore plus dur que la prévision de croissance, la prévision d'inflation. Tout à fait. Ça a été votre métier en partie. Enfin, en tout cas, vous avez travaillé sur ce genre de prévision, Michel. Oui, tout à fait. Alors, première des choses qu'il faut savoir, c'est que les projections d'inflation sont faites par des prévisionnistes et non pas par, on va dire, le commun des mortels. On va dire ça comme ça. Ce sont des experts, a priori. Et donc, on va utiliser une palette d'outils, dont notamment un modèle d'analyse et de projection d'inflation. Alors, ce qui est très important, c'est de construire un modèle qui soit robuste et cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Robuste, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des relations théoriques, on va dire robustes, c'est le lien entre salaire et les services. D'accord ? Première des choses. Et cohérent, on ne va pas lier le pétrole, par exemple, avec le prix des services, du moins, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, ce modèle va, dans un premier temps, prévoir avec, à l'horizon d'1 an, en fait, l'évolution des prix de 4 grands
on va dire, agrégats, l'alimentation, les besoins industriels, l'énergie et les services. Ce modèle, en fait, il s'appuie sur une certaine régularité historique. Donc, c'est pas mal. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de, on va dire, l'économie, de la spécificité de l'économie. Et pour cela, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des jugements d'experts. Ça veut dire quoi? C'est que, d'une certaine manière, on va tenir compte des événements de la vie réelle, d'une certaine manière. Et donc, par exemple, on va tenir compte des chocs qui ont eu, on va dire, qui ont été un peu spécifiques d'une période. Par exemple, les problèmes d'approvisionnement à la suite, on va dire, de la crise du Covid, ou, par exemple, des politiques économiques mises en place pour, on va dire, pallier ces difficultés. Et donc, c'est par exemple le bouclier tarifaire énergétique. Et donc, tout cela fait qu'on va y arriver. Et on fait des prévisions. Alors, on est optimiste, subjectif, parce que ça aussi, c'est faux. Il y a aussi un phénomène là-dessus. Puis, on va arriver à un scénario et on va essayer de faire le plus vraisemblable possible. Bien sûr, il est révisable. La période, alors ça restera peut-être dans les livres d'histoire comme la période moderne, en tout cas, où les erreurs de prévision d'inflation ont été les plus massives. Bon, souvent, on les met sur le dos des banques centrales. Tout le monde fait des prévisions d'inflation, tous les économistes de banque, tous les économistes de marché. Bref, alors c'est toujours facile de faire du backtrading, de dire non, mais moi je le savais. En septembre 2021, je savais que l'inflation serait à plus de 10% en zone euro un an et demi plus tard. Bien sûr. Ça reste quand même intéressant de s'interroger sur l'ampleur des erreurs qui ont pu être commises dans les prévisions, avec des chocs exogènes, effectivement, dont les conséquences ont été très compliquées à anticiper, à imaginer. Tout à fait. C'est qu'en fait, avec la crise du Covid, on a eu un choc désinflationniste, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance. Et comme on avait prévu sur, on va dire, une plus longue période, on a eu, on va dire, une erreur entre les deux. À la sortie de la crise du Covid et en même temps avec la crise de l'Ukraine, au contraire, on n'a pas vu la flambée des prix et donc l'inflation était très basse. Donc c'est vrai que l'erreur. Mais ce qui est très important dans l'exercice de la prévision, c'est de se dire où et pourquoi on a fait les erreurs. Bien sûr. Et c'est ça qui est très important parce qu'on va essayer à chaque fois d'améliorer le diagnostic des experts. Et bien sûr du modèle, mais c'est ça qui est très important. On apprendra de cette période. Vous dites les experts, les prévisionnistes d'inflation vont avoir beaucoup d'apprentissage à tirer de cette période. Tout à fait, et on prend d'autres nouveaux éléments pour être le plus, on va dire, plus précis possible, on va dire. Si je reviens à la prévision même d'inflation, on fait une prévision sur un horizon de temps. Ah, tout à fait. Donc, il faut déjà calibrer son horizon de temps. C'est pas la même chose de faire une prévision de moyen long terme ou de court terme. Court terme, c'est quoi pour un prévisionniste en matière d'inflation? En fait, c'est 3 mois. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que on court pas de la même manière un 100 mètres qu'un marathon. Donc, ce qui fait que c'est pareil. En fait, on a un court terme qui va se situer aux alentours de 3 mois. Et du coup, on va faire des projection donc d'inflation sur une vingtaine de produits. Ça passe par les fruits, par les transports ferroviaires ou aériens, éventuellement les carburants. Et ça, c'est... Comment fait-on ça? Donc, première des choses, comme c'est relativement à court terme, on va beaucoup, on va dire, s'appuyer sur la documentation existante. Ça veut dire qu'on va avoir les documents budgétaires, les revues professionnelles, puis en même temps, à partir de là, on va avoir pas mal de choses, d'informations, et on va essayer de transformer. Par exemple, on s'est aperçu des aléas climatiques. Et donc, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est des aléas climatiques et leur évolution. Par exemple, on a eu 7 ans en fait de El Niño qui a modéré les températures. Et là, on risque de rentrer dans El Niño qui va augmenter les températures. Donc, ça va changer les conditions de l'exercice et donc les prévisions. Il y a aussi les révisions de tarifs publics, des taxes, etc. Et puis également des négociations entre les producteurs et les distributeurs, par exemple, comme dans l'agroalimentaire. Et donc ça permet déjà d'avoir une première, on va dire, une première impression. Mais en même temps, il faut tenir compte aussi de la saisonnalité. Par exemple, on s'aperçoit que dans le transport, notamment aérien, les prix sont plus élevés en été ou pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, c'est une certaine saisonnalité. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution du prix du pétrole et des carburants pour justement ajuster, en fait, ces prévisions-là. Ouais. Et c'est ça qui est important de bien voir, qu'en fait, il y a beaucoup d'analyses, on va dire, techniques, c'est-à-dire le modèle, mais qui est souvent aussi bien réajusté par le sentiment.
Ouais. Oui, on a beaucoup de statistiques corrigées des variations saisonnières. Hein. C'est toujours le CVS qu'on met après différentes statistiques. Quand on veut réaliser une prévision d'inflation sur du plus long terme, on parle quoi d'un an? Un an, c'est long déjà pour essayer d'anticiper l'inflation dans un an. Tout le monde se casse les dents en ce moment. C'est déjà un horizon de long terme. Tout à fait. En fait, l'idée, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un économiste prévisionniste va donner la tendance. On peut pas. Non, c'est un coup de bol. Au point près, à la virgule près. Oui. Voilà. Non, mais ça, il faut le mettre parce qu'il faut bien rendre une copie. Voilà. Mais c'est la tendance qui compte. Hein. Voilà, exactement. Et donc, pour cela, on va s'intéresser à peu près à une douzaine de gros agrégats, notamment, c'est les produits manufacturés ou les services. Donc ça, déjà, on va avoir une première des choses. Et puis, on va s'appuyer, par contre, sur justement ce modèle. Ce modèle qui a une certaine régularité historique, etc. Mais ça va donner, on va dire, le ciment, en fait. Mais à côté de cela, au-delà des aspects, on va dire, d'autres informations, on va tenir compte du commerce international. Et notamment les anticipations des matières premières, du prix des matières premières, des produits énergétiques, de l'alimentaire. Et là, on va remodeler, sachant que, de toute façon, on va essayer de donner une tendance, on va dire, à un an, mais on va remodeler toutes les prévisions tous les 3 mois, de telle manière qu'on essaye d'ajuster un peu au fur et à mesure. Au fur et à mesure, parce que c'est compliqué. Personne n'a prévu la guerre en Ukraine et donc les conséquences. L'IA va renforcer considérablement les modèles de prévision d'inflation et les modèles statistiques en général, Michel. Il ne faut pas rater, on va dire, l'IA, ça va accompagner aujourd'hui le monde, on va dire, en général, d'autant plus qu'on s'est trompé dans cette période-là. Donc, on peut se tromper avec l'IA aussi. Hein. Enfin, c'est ce que je comprends à ce stade de ma petite lucarne. Je comprends qu'on peut mettre les mauvaises données dans un modèle et ressortir des mauvais résultats sur la base des mauvaises données. Hein. Non, tout à fait. L'idée, c'est que on est en phase, on va dire, de production, d'amélioration. En fait, on teste, on ne pourra jamais dire, tiens, l'IA a donné et on est tranquille. Non, on teste les modèles et l'idée, c'est notamment de voir qu'au Canada, on a déjà essayé de tester certains modèles. Et alors, cette particularité, c'est qu'ils se sont appuyés sur les données américaines parce que les États-Unis collectent tout et donc il y avait une grande profondeur de données. Profondeur de données. Et donc, ces modèles IA s'appuient très peu sur la théorie. Donc, il donne beaucoup, on va dire, à l'empirique, en fait. Et ça permet de discerner concrètement plusieurs choses, notamment, c'est les pressions à la hausse, si elles sont transitoires ou, on va dire, plus long terme, ou d'extraire les attentes inflationnistes de la population, puis éventuellement les écarts entre la demande et la production, qui sont des données essentielles pour la politique monétaire. Et donc, tout cela, en fait, ils permettent de prévoir, mais aussi de comprendre les causes de l'inflation. Et c'est ça qui permet en même temps d'essayer de voir comment ça fonctionne. Et le modèle canadien dont j'ai en tête, en fait, lui, par exemple, n'a pas à bien cerner, on va dire, l'inflation de 2021, parce qu'il a dit, c'est un écart entre la demande et l'offre, alors que tout le monde a fait autre chose. Mais le grand problème, c'est comme tout IA, c'est assez opaque, et on ne connaît pas ce qu'il y a dans le moteur. Et donc, on ne comprend pas pourquoi elle sort ça, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est la grande difficulté, c'est qu'après, on arrive à se dire le jugement d'expert qu'on remet en cause, en fait, est parfois difficile à saisir. Votre jugement d'expert, Michel, c'est quoi la bonne inflation? Le bon niveau d'inflation, c'est quoi? En fait, c'est pas tant l'inflation, il faut qu'elle soit modérée et stable. En fait, il faut qu'il y ait un niveau d'élévation de prix qui ne perturbe pas grandement l'économie. Et donc, si je sais qu'il y a une inflation, mais qui est modérée et stable, les chefs d'entreprise et même les ménages, tout le monde peut faire des anticipations ou des prévisions avec une certaine confiance. Par exemple, le chef d'entreprise peut très bien anticiper ses coûts futurs, du coup, faire ses investissements, embaucher. Il y aura de la consommation et donc finalement de la croissance. Donc aujourd'hui, avec les révisions des politiques monétaires, on avait dit 2%. Ces études nous avaient dit 2%. Aujourd'hui, c'est peut-être 3%. La question qui se pose, c'est qu'il faut revenir à une situation relativement stable pour arriver à un bon niveau. Mais modéré et stable. Si modéré, c'est 2,5 ou 3, pourquoi pas? Mais c'est la stabilité des prix. Exactement. Dans le mandat, et on le traduit par, alors avant c'était proche mais inférieur à 2%, 2%, etc. Mais la notion de stabilité des prix, c'est très important parce que c'est prévisible. Bien sûr.
Merci beaucoup Michel. Merci pour Grégoire. ce décryptage économique de rentrée sur un sujet ô combien sensible encore aujourd'hui, l'inflation et la prévision d'inflation avec des années qui bien seront riches d'enseignements pour Surtout tous qu'on les va voir prévisionnistes d'inflation. Dans un les univers prochaines futur années. qui sera quand même inflationniste. Merci Michel. Michel Rumi avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, économiste associé de SPAC.